Chapitre 6. Hors le paradis de l'enfance. Nouvelle tournée de mots dans le cabinet de Cécile. Cécile appelle mes mots et ils viennent. La femme indigo traçant pour moi une route. Il se dévoile peu à peu les couleurs de ma petite enfance. Le bleu éclatant des rêves familiers et l'oudre noir des grandes frayeurs. Mes mots arrivent en file indienne. Certains se gonflent comme des mauvais temps, puis finissent en gémissement. Mon cœur s'alourdit alors et pleure doucement. D'autres mots jouent les indifférents. Ils ne semblent concernés ni par ce qui se joue, ni par ce qui se noue. Il y en a d'autres encore qui finissent en cascade de rires sonores. Mais Cécile n'est pas dupe des déguisements dont ils se parlent. Ils atterrissent toujours devant elle sans le moindre artifice, en parfaite transparence. Frustration, capitulation, disparition. Des mots bien surprenants au commencement d'une existence. Cécile rappelle un à un chacun de mes souvenirs. Une vie de mots avance, une vie de mots serpente. La femme indigo me désignant un chemin. Remettre chaque chose à sa place. Corps immobile et pensée fluide dans le vacarme des machines qui surveillent ma vie, les mots m'arrivent en ribambelle. Pas des mots à dormir sur les étagères, des mots qui galopent jusqu'au rebord du monde et me ramènent vers moi-même. Danser la vie au beau milieu des imbroglios du monde, chaque époque écrite l'une après l'autre. Couche après couche, les empiler sur mes pages, chacune des strates révélées dans la dernière écriture. La parole de la femme indigo dessine pour moi toutes les nuances de la vie. Indigo mat au contour violacé, indigo balayé d'une lumière dorée, indigo qui flirte avec une obscurité épaisse. J'étais allongé sur le lit du froid hôpital en attendant ma renaissance. C'était parce qu'il me fallait un nouveau départ. Je renaîtrais tel un phénix après la combustion de ma misérable vie. Cette parenthèse entre la vie et la mort, c'était pour moi l'occasion de découvrir qui j'étais vraiment, car j'avais l'impression d'être une marionnette aux mains d'un obscur destin. Tourner, tourner, tourner mes mots jusqu'à l'ivresse, posant mes pas dans les pas de la femme indigo, la suivre jusqu'à ce que le cœur me lève, tourner, tourner, toujours comme à la terre autour du soleil, pour retrouver le sens des choses. C'est quand les choses ne sont plus sûres que la vie enfin commence. Et c'était dès les premières années qu'elle m'avait échappé, ma vie, en m'éloignant des miens. Non seulement la femme en grand désir d'enfant était au beau milieu de la maison de mes parents, mais petit à petit, elle m'avait préparé une place dans la sienne, et j'avais grandi en suivant le chemin qu'elle avait tracé pour moi. Comme May me voulait sous son aile, elle avait obtenu qu'à 2 ans à peine, j'attrape mes clics et mes claques et que je traverse la rue qui séparait les deux maisons, la sienne et celle de mes parents. Lorsque Rosita constatait ma disparition au moment du petit déjeuner ou du déjeuner, elle savait naturellement où me trouver. J'étais installé à mon aise dans la maison de la voisine. C'était là que j'avais étendu mon petit royaume. Au début, je me contentais de m'asseoir sagement au pied du grand escalier en attendant que May descende pour son train-train quotidien. Et puis très vite, je la rejoignais dans sa chambre, suivais tous ses faits et gestes quand elle se préparait à sortir, mimant sa coiffure et ses soins du visage, m'installant dans ses talons hauts et me pavanant comme de grandes dames. Ce qui la faisait éclater de rire. Mais était très heureuse de la confiance que lui accordait mon âge tendre. Nous nous rendions à Saint-Pierre pour le marché du samedi. Nous allions en visite chez ses amis. Et moi, à l'arrière de sa jolie voiture, j'étais tout sucre. Rosita avait soin de me mettre sur mon 31, ma plus belle robe à pois ou à fleurs, qui laissait apparaître une culotte à dentelle, plus de nœuds que de cheveux et d'adorables chaussures vernies. Quiconque me regardait aurait pu croire que j'allais m'envoler. Je suivais ma grande amie partout où elle allait. Ça lui donnait des allures de maman, une maman fière de son enfant. Mais me couvrait de cadeaux et de soins. Maman Léonie et maman Fanny, la mère de Léonie, participaient aussi à mon éducation. Comme je n'avais pas connu égyptienne, la mère de Rosita, c'étaient 2 aïeuls providentiels qui m'entouraient d'amour et d'affection. Alors, peu à peu, je m'étais mise à passer chez les voisins le plus clair de mon temps. Mon père aussi voyait tout cela d'un très bon œil. Les voisins
étaient des gens bien. Alcide était le directeur du collège du Carbet et Mai était professeur. Que demander de plus? Aucun souci à se faire, mais elle-même l'avait promis. C'était comme un entraînement pour le jour où je serais vraiment sa fille. Tout le monde était en confiance. Et même lorsque j'ai eu un jour mon lit, mes couverts et mon armoire chez la voisine, mes parents n'avaient rien trouvé à redire. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, dans mon esprit même, il n'y avait aucune différence entre la maison de Mai et celle de Rosita. Aucune séparation. Un seul et même univers où l'amour coulait à flot. Je n'avais qu'à traverser une rue. J'étais partout à mon aise, la maison d'à côté étant une simple extension de celle de mes parents. Et voilà que Mai s'autorise un beau matin à me demander de l'appeler maman, ce que je fais sans aucune réticence. Je voyais bien que ça lui faisait grand plaisir. Et pourvu que l'on soit heureux, aux yeux des enfants, c'est amplement suffisant. Tout le monde formait une seule et même grande famille. L'amour pour moi était multiplié à l'infini. Mais avait fait un nouveau pas vers moi quelque temps plus tard en changeant mon prénom. Il s'agissait selon elle de me protéger du malheur en me donnant celui de la Vierge. Alors, suivant les prescriptions de Mai, tout le monde ne m'appelait désormais plus qu'ainsi. Myriam par-ci, Myriam par-là. Mai avait expliqué que Myriam, ça voulait dire Marie en hébreu. Qu'avais-je à faire de l'hébreu, moi? J'avais un prénom, et lorsque je l'entendais, je savais qu'on s'adressait à moi, tout simplement. Le nouveau nom qu'on avait choisi pour moi m'avait procuré tout un lot de complications que Mai ignorait, bien entendu. Pour ma mère Rosita, ce n'était que le signe que la voisine tenait ses promesses. Tout le monde formait une seule et même grande famille. Alléluia! Outre le changement de prénom, il y avait eu malheureusement la maladie d'Alcide qui avait bouleversé mon existence. Mai et Alcide s'étaient subitement mis à disparaître. Ils reparaissaient comme sortis de nulle part, puis disparaissaient à nouveau pendant un temps. À chaque retour de Mai, c'était pour moi une fête. Elle me rapportait tout plein de cadeaux et me comblait de caresses. Néanmoins, j'avais remarqué que nos jeux étaient moins animés et bien moins nombreux, ce qui me rendait chimérique. Je ne savais pas que le couple se rendait à Villejuif, un hôpital réputé pour le traitement des cancers. Alcide avait fini par développer une maladie de l'ésophage puisqu'il fumait et buvait plus que nécessaire. Il avait lui-même creusé sa propre tombe. À 2 ans, que pouvais-je savoir de la maladie et de la mort? Malheureusement, lorsque le cancer s'installe dans votre vie, cette bête-là l'aspire jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Un jour, Mai était revenue toute drapée de noir et de pleurs. Alcide avait quitté ce monde en emportant son paradis. C'était fini. Elle ne portait plus ses robes aux couleurs chatoyantes. Elle ne riait plus à gorge déployée. Fini les belles coiffures, fini les chaussures à talons hauts et les grands éclats de rire. Mai était habillée de chagrin. Et moi, du haut de mes 2 ans, je ne comprenais pas très bien la raison de ce changement d'humeur. La mort, pour moi, était chimère. C'est vrai que j'avais déjà vu des animaux sans vie, le poulet que maman plumait chaque dimanche, ou les poissons que papa rapportait par pleine bassine de son canot. Mais je n'avais jamais éprouvé de peine pour ces animaux. Ils atterrissaient dans mon assiette. C'était l'ordre normal des choses. J'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'un tel sort pouvait advenir aux humains. J'avais été un moment intrigué par le grand canot dans lequel on avait allongé Alcide. Pourquoi le mari de Mai était-il allongé dans un grand canot? J'avais posé des questions, mais on n'avait pas répondu. Cependant, après une mûre réflexion, j'avais conclu que le canot ressemblait à tous ceux que je voyais alignés sur la plage, prêts pour un bord de pêche, et qu'Alcide s'apprêtait sûrement à partir en mer. Je ne savais pas qu'il s'agissait pour lui de faire un très grand voyage, son dernier voyage. Je ne comprenais pas clairement non plus que ce grand départ était la cause du chagrin de Mai. Ce qui m'avait intrigué néanmoins, c'est qu'Alcide, allongé dans sa yole, ne bougeait pas. Pas même un cil. Même que je l'avais secoué et appelé,
il ne s'était pas réveillé. C'était peut-être un nouveau jeu. C'est vrai que nous jouions quelquefois à cache-cache dans tous les coins de la maison. Il me prenait aussi sur son dos et faisait le cheval. Pourquoi cette fois ne me répondait-il pas? Où Alcide allait-il naviguer? Qui l'accompagnerait? J'avais posé, comme à mon habitude, de multiples questions, mais on n'avait répondu à aucune. Toute la journée, les grandes personnes avaient la tête ailleurs. Elles s'affairaient à la préparation de ce qui me semblait une fête. C'était peut-être l'anniversaire d'Alcide. On allait lui donner des cadeaux. Des fêtes ou de pâté en pot, des cafetières remplies à ras-bord d'un café noir et très chaud, de pleins plateaux de petits pains étaient disposés sur des tables recouvertes de nappes blanches et des quantités de bouteilles rafraîchissaient dans des glacières. Cependant, pas de ballon, pas de guirlande, aucun flonflon et surtout pas de musique. Et les mines étaient à la tristesse. Que se passait-il donc? Vers 6 heures du soir, j'avais vu arriver les voisins, suivis de personnes que je n'avais jamais rencontrées. C'était un défilé incessant de visiteurs. Ils saluaient Aimé, dont les larmes refusaient de tarir. Je me doutais bien, en voyant tous ces gens parler tout bas à ma grande amie, que le sommeil d'Alcide, dans cette yole étrange, était la cause de son chagrin. Mais je ne m'expliquais pas une si grande désolation. N'étions-nous pas réunis pour une fête? Après avoir admiré le mari de Mai dans sa yole et esquissé des sourires remplis de compassion, certains lui adressant même quelques paroles, les visiteurs s'asseyaient un moment, discutaient, mangeaient, buvaient, puis repartaient à leurs affaires. J'avais été fort déconcerté par l'arrivée de 3 femmes dont les yeux étaient cachés sous d'immenses capelines noires. L'une d'entre elles, la très célèbre Madame Romuald, traînait derrière elle un éléphantiasis têtu. Surgies de nulle part, elles avaient l'air de 3 oiseaux de malheur. Pour ne pas arranger leur allure, elles tenaient chacune en main un long chapelet au bout duquel pendait une croix. Elles trituraient leur collier en marmonnant des paroles que je ne comprenais pas. Jamais je n'avais vu de chapelet aussi imposant. Peut-être leur singulier attirail et leur prière allaient-ils pouvoir réveiller Alcide de son sommeil. Subitement, les voix au perché des 3 harpies avaient crevé le silence. Chacune des notes qui sortaient de leur gosier avait eu pour effet de redoubler les sanglots de Mai. Je m'étais donc appliqué à leur démontrer avec des mimiques hostiles qu'elles n'entreraient jamais dans mon ciel. Madame Romuald surtout me paraissait très antipathique. Les tremblements de son goitre, à chaque montée dans les aigus, lui donnaient l'air d'une poule pondeuse au bord de l'affolement. Ni Julicia, ni Cécilia, avec leur médisance, n'étaient jamais parvenus à une telle performance. Nous étions en 1965, j'avais 2 ans, et je profitais encore de l'insouciance de mon jeune âge. J'étais toute à mes jeux, mes caprices et mes questions interminables. Je vivais mon âge tendre en me faisant la place que je pouvais entre les rires et les pleurs des grandes personnes, absorbé par mes jeux, mon envie de grandir et mes questions à n'en plus finir. Je ne savais pas encore que je m'apprêtais à vivre en essayant de me faire une place entre le chagrin de Mai et l'absence de Rosita. Aux funérailles d'Alcide, sa famille avait eu la satisfaction de voir l'église noire de monde. Personne n'avait songé, en cette époque de deuil collectif, à s'offusquer que bien des femmes paraissent plus désolées que Mai elle-même. Elles avaient revêtu, comme il sirait à des veuves, robes de deuil, mantilles et bas noirs. Ce jour-là, aucune n'avait oublié d'ajouter à sa parure toute la foi et la dévotion nécessaires. Leurs yeux tournés vers le ciel, la bouche en cœur, les mains jointes, elles avaient offert à Alcide, quasi béatifié, toute la ferveur de leur voix de sopranie improvisée, persuadées de s'en retourner l'âme pure et le péché léger. On avait même eu des idées de croix de la Légion d'honneur décernée à titre posthume au Saint-Homme. Mais elle était restée prostrée dans un douloureux silence pendant toute la cérémonie, et même mes sourires d'enfant n'avaient pas réussi à l'apaiser. Après quelques mois dans sa maison vide, Mai avait quitté le Carbet et elle m'avait emmené dans ses bagages. Liez les vents qui se déchaînent
et conjurer les mauvais sorts, déjouer toutes les tempêtes. On m'a tellement raconté le grand départ pour Fort-de-France que je me revois à l'arrière d'une camionnette grise qui file à vive allure vers la capitale. Je suis entre la voisine et Manléonie sa mère, et je ne comprends rien à leurs sanglots saccadés. Je me crois la cause de leur chagrin. Toutefois, je ne pose aucune question. Ce sont des affaires de grandes personnes auxquelles les enfants ne doivent pas se mêler. De ce jour de déménagement, je n'ai gardé que le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal sans pouvoir dire quoi. Après combien de temps la dame qui habitait de l'autre côté de la rue, dans une maison cossue, était-elle devenue réellement ma deuxième maman? Je ne savais pas. Comment l'idée de retour chez les miens avait-elle progressivement battu en retraite dans mon esprit? Je ne le savais pas non plus. Comment s'étaient refermées pour moi les portes de la toute petite enfance? Je l'ignorais aussi. Ce que je savais, c'était que la voisine au grand désir d'enfant avait pris un jour la place de Rosita, ma première maman. Elle s'était glissée dans ma vie sans crier gare et s'y était installée pour longtemps. Après la frénésie de l'emménagement de notre maison de Saint-Georges, nous habitions Schœlcher, une commune proche de Fort-de-France. La vie devait se remettre en marche et se voulait être aussi belle que possible pour Manléonie, la fille de Mé et moi. Cependant, une fois l'agitation des premières semaines passées, était venue pour nous la banalité du quotidien. Combien de fois la voisine qui s'était substituée à ma maman m'avait-elle dit, la bouche en cœur, son chemin vers moi? Rosita, terrifiée devant mon berceau vide. Rosita, rassurée en m'apercevant à la fenêtre de la maison voisine. Combien de fois Mé avait-elle rendu palpable le sentiment qui l'avait poussée à traverser la rue qui séparait nos deux maisons? C'était pour elle le gage d'un amour irrépressible, une attirance naturelle contre laquelle elle n'avait pas pu lutter. Notre destin à toutes les deux en somme. Rosita, de son côté, m'avait chanté un autre bout de la berceuse. Comment alors que je n'étais pas née, mais elle avait supplié de lui permettre de m'élever, et comment dès ma naissance, elle avait commencé son approche. J'étais longtemps restée en couveuse afin de mieux éclore. J'étais donc, pour la voisine, un grand désir d'enfant, une petite chose qu'il fallait réchauffer et protéger. Mais donnait des conseils pour mon bien-être, venait me chercher dans mon berceau quand elle m'entendait pleurer, et m'offrait de nombreux cadeaux. Ce qui avait motivé mon changement de maison n'était qu'un amour immense et la promesse d'un grand bonheur à venir. C'était le pacte signé entre mes deux mamans. Tout le monde semblait s'être accordé. C'était pourquoi Mé avait quitté le Carbet pour s'installer à Schœlcher et que Rosita m'avait laissé partir. Cependant, personne ne m'avait demandé mon avis puisque je n'avais que 2 ans. Dans ces temps anciens, les enfants n'avaient pas droit au chapitre et personne ne m'avait non plus préparé aux grands changements qui allaient survenir dans mon existence. Moi-même, dans l'afflux des émotions du grand bouleversement qui m'arrivait, je n'avais pu rien dire de ma frayeur. Changer du jour au lendemain de maison. Changer du jour au lendemain de maman. Changer du jour au lendemain tout mon univers. Il y avait pourtant une sacrée différence entre les allers et retours que j'effectuais entre la maison de Mé et celle de Rosita et le fait d'habiter loin des miens. La peur panique qui me vient encore quelquefois aujourd'hui dans les situations qui flirtent avec l'abandon me montre bien que tout ne s'était pas passé aussi merveilleusement que Rosita et Mé avaient voulu le croire. C'est curieux comme on est prompt parfois à attribuer aux autres des sentiments qui pourtant n'appartiennent qu'à nous. En ceci, nous sommes tous de furieux magiciens. Aimé devait hélas se révéler très habile en cet art-là. Transformer le monde au gré de sa volonté, redistribuer les cartes et brouiller l'ordre logique des choses. C'est pourquoi la statue du saint terrassant son dragon qui trônait à l'entrée de notre cité avait été pour moi l'image des luttes qui m'attendaient. Lutte contre tous mes démons, peur d'être abandonné, peur de voir tous les miens disparaître du jour au lendemain, peur de disparaître moi-même. On dit chez nous, aux Antilles, que plus souvent que rarement, ce sont les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants.
et que cela nous vient du temps de notre esclavage. Toute la communauté des esclavisés veillait sur la marmaille jusqu'à ce que celle-ci soit apte à travailler dans les champs, dans les ateliers du maître ou dans la grande maison. L'esclavage peut-il tout expliquer? Mais n'était ni ma grand-mère, ni ma tante, ni même une lointaine parente. Mais n'était qu'une voisine qui avait pris l'habitude, semble-t-il, de s'approprier les enfants des autres. Mes parents, quant à eux, ne subissaient les rigueurs d'aucun esclavage. Ils avaient la vie ordinaire de bien des familles martiniquaises, mais j'avais néanmoins atterri dans le giron d'une voisine. Cela défiait ma logique. Il fallait que j'aie commis un bien grand mal pour être ainsi chassé du paradis de ma petite enfance. Je devais être coupable de quelque chose. Qu'avais-je dit ou fait de travers? Que n'avais-je pas su dire ou faire comme il fallait? Pendant longtemps, une faute que j'aurais commise avait été la seule raison qui aurait pu expliquer pourquoi je grandissais dans une demeure qui n'était pas la mienne. Mais au fond de moi, avec le sentiment de culpabilité, grondait aussi la colère. Une colère dont j'enrobais l'acide avec des trésors de pardon pour mes deux mamans. Celle qui m'avait emmené au loin et celle qui m'avait laissé partir au milieu de nulle part. Coincé entre deux sentiments contraires, cela ne pouvait rien présager de bon pour l'avenir. Mais rien ne transpirait encore à ce moment-là, puisque l'enfance reste, même si elle est bouleversée, l'époque où l'on croit ce que disent et font les grandes personnes, le temps où l'on accorde facilement sa confiance. La vérité est qu'à ce moment-là, personne n'avait songé à me protéger de la voisine qui, en fait, ne cherchait qu'à assouvir son grand désir d'enfant. Ce que j'étais vraiment, mon avenir, n'était pas du tout sa préoccupation. Personne ne pouvait imaginer que May gardait au milieu d'elle-même une faille. Elle prenait soin de cacher soigneusement aux yeux du monde tout ce qui la faisait souffrir et qu'elle était incapable de changer. La perte de son mari n'étant pas le seul séisme qui avait bouleversé son existence. May était une femme qui tentait d'exister tant bien que mal au milieu de ses contradictions. Comment pouvait-elle donc s'occuper d'une enfant de 2 ans et lui permettre de grandir? Dans notre maison de Saint-Georges, où les aigreurs semblaient vouloir se distribuer comme des premiers prix à la fin d'une année scolaire, il fallait que May remette tout de même sa vie en mouvement. Après s'être égarée dans les abysses du désespoir, elle avait tout d'un coup relevé la tête. C'était sa famille qui avait été pour elle une bouée de secours. Sa famille, c'est-à-dire Manléonie, sa fille adoptive et moi. Nous étions désormais les 4 de Saint-Georges. Et May avait l'intention de prendre soin de nous, car elle pensait que c'était Dieu en personne qui lui avait confié cette mission. Cependant, loin du Cambé, notre adaptation ne s'était pas faite sans heurts. Au début de notre installation, outre les soins qu'elle me prodiguait, May accomplissait tous ses devoirs avec obstination. C'était sa bataille, le but qu'elle s'était fixé. Ma nouvelle maman avait un sens aigu du devoir. Elle accomplissait celui-ci avec une grande résignation, puisqu'elle n'avait pas encore la force de trouver en elle-même aucune sorte de passion. Elle se rendait chaque jour à son travail, organisait le train-train quotidien et prenait même le temps de ménager pour nous quelques moments de loisir. Cependant, May passait néanmoins le plus clair de son temps parmi ses souvenirs et poussait ses jours devant elle comme de l'eau boulée. La nouvelle vie de May tenait désespérément à garder l'empreinte des temps anciens, l'époque où son époux était encore de ce monde. C'est ainsi qu'Alcide mort était devenu plus vivant qu'aucun des vivants de notre maison de Saint-Georges. Et nos dimanches étaient les jours d'une sainte adoration. Mais sa fille adoptive et moi nous rendions au cimetière pour prendre soin de la tombe du cher homme pendant que Manléonie allait à la messe. Je garde en mémoire une étroite correspondance entre les mains jointes de Manléonie, sa coiffure en cône et la flèche de l'église de Bellevue. Un même élan vers le ciel. Le monument religieux était à la mesure de Manléonie, ses mains jointes étant un prolongement de l'église. Tout cela résumait parfaitement ce qu'était notre vie au début de notre installation à Saint-Georges. C'est ainsi peut-être que ma grand-mère et ses bondieuseries étaient devenues un précieux talisman
qui me protégeait des dangers qui menaçaient ma nouvelle vie. Léonie joignait ses chants à ceux des paroissiens, priait pour le salut d'Alcide et suppliait Dieu de répandre son Esprit Saint sur notre petite maison. C'est qu'elle avait besoin d'un bon coup de main, notre famille, pour se raccrocher au train de la vie. À peine May, sa fille adoptive, et moi avions franchi les portes du cimetière que nous apercevions la tombe d'Alcide. Elle faisait partie des grands édifices dont la blancheur aveuglante attirait sans modestie tous les regards, contrastant avec le troupeau des tombes des pauvres, chacune consistant en un monticule de terre garni de conques de lambis, portant au sommet une croix de bois peinte en noir. Les détails des sculptures qui ornaient les tombes des riches signalaient à tous les désirs de grandeur des défunts qui y reposaient. Ici, un archange aux ailes déployées, là, une représentation du tribunal divin, là encore, des symboles mythologiques peu connus du grand public. Même devant la mort, les hommes ne se sentent pas égaux. On se montre, on se démarque, on s'illustre, et l'on veut encore exister. La tombe d'Alcide, elle, était semblable à une basilique. Elle était flanquée de tours et d'arcades et portait en son sommet un dôme que May avait voulu la réplique exacte de celui du Sacré-Cœur de Montmartre. On y accédait en escaladant un escalier aux marches irrégulières dont l'ascension était fort périlleuse. C'était l'habitation sur laquelle régnait désormais le sieur Alcide. Arrivé en haut des marches, on avait la surprise de découvrir son portrait, un portrait immense, à la mesure de l'amour que May avait pour lui. Arrivé en haut des marches, Alcide était là, son implacable complet gris contrastant avec son sourire narquois. Il semblait nous narguer et défier le monde entier. Et lorsque nous frottions le marbre de sa tombe, désherbions les alentours et remplissions les vases de fleurs, on aurait juré qu'il contrôlait tous nos agissements. Les yeux suiveurs d'Alcide ne perdaient rien de nos gestes. Moi, je faisais des allers-retours à la fontaine pour remplir mon petit seau pour faire plaisir à ma maman. Nous travaillions en harmonie sous un soleil de plomb, certaines d'accomplir une œuvre utile toute la matinée. Puis, vers 13h, May donnait le signal du départ et nous rangions notre attirail pour regagner nos pénates. Des pénates où nous attendait le bon repas que nous avait préparé Léonie, que ce soit la fricassée de coq ou le gigot au four dominical. De retour à Saint-Georges, nous retrouvions un portrait semblable à celui du cimetière qui envahissait le salon. C'était tout à fait curieux de constater qu'à chaque événement pris en photo, bal ou repas familial, le photographe capturait toujours le sourire d'Alcide. C'était comme s'il s'invitait chez les vivants. Combien de fois ses yeux suiveurs m'avaient-ils causé des frayeurs, mais tenait à le garder au beau milieu du salon pour lui permettre sûrement de veiller sur notre maison. L'ombre d'Alcide planait à Saint-Georges et le jour et la nuit, puisque May avait poussé le bouchon jusqu'à conserver la garde-robe de son mari. Toutes les chaussures d'Alcide étaient alignées sous son lit comme pour un grand défilé. Dans son armoire, les vestes et les pantalons occupaient presque toute la place. On aurait dit que les robes de May se serraient les unes contre les autres, saisies du même esprit de renoncement que leur maîtresse. May avait même gardé dans un des tiroirs de sa coiffeuse le dispositif qui permettait à Alcide d'être nourri. Une petite chose détestable qui permettait aux aliments mixés d'arriver à l'estomac du moribond. J'étais par cet objet malgré moi en lien direct avec la maladie d'Alcide, ses pompes et ses œuvres. J'étais en lien avec un homme qui de son vivant avait été bien moins présent qu'après sa mort. Le souvenir du mari de May me causait des frayeurs indicibles. Et dès que j'avais pu comprendre ce qu'était la mort, j'en étais arrivé à croire que les défunts étaient des ombres qui séjournaient à leur aise parmi les vivants, chacun des objets leur ayant appartenu, les rappelant constamment à notre bon souvenir. Les yeux suiveurs de la photo du salon étaient pour moi une preuve irréfutable qu'Alcide était bel et bien présent. Nous n'étions pas les 4 de Saint-Georges, comme May se plaisait à le dire, mais bel et bien les 5. 5 âmes et l'une d'entre nous était bien plus vivante que les autres. Je ne vivais donc pas une tranquillité sereine. Mais la statue de Saint-Georges terrassant un dragon
à l'entrée de notre résidence, me parlait d'une victoire possible sur les terreurs qui me saisissaient à chaque instant, de jour comme de nuit. C'était Léonie qui m'avait raconté en détail l'histoire de ce dragon qui exigeait des sacrifices humains et de ce saint qui avait délivré une princesse choisie comme prochaine offrande de ses griffes. L'histoire de Saint-Georges me terrifiait et me sauvait tout à la fois. Alors j'attendais de pied ferme le saint qui me sauverait de mes peurs, ma peur de voir May disparaître, la peur d'être emmené par Alcide et la peur de disparaître moi-même. L'ombre du mari de May plane sur mon univers et mes rêves se drapent de noir. Je suis May où qu'elle aille, déambulant dans les cimetières ou chantant des Ave Maria dans les cathédrales. L'odeur de la terre fraîchement remuée remonte à mes narines et m'étouffe, mais la porte comme un vêtement. Toutes ces couleurs sont ternes, mes rêves aussi s'enveloppent de couleurs sombres. J'aurais pourtant voulu un soleil, le soleil éclatant de midi ou celui rougeoyant des fins de journée. J'aurais préféré les robes aux couleurs vives comme autrefois, les robes à grands motifs, pleines de joie. J'aurais voulu, comme autrefois, de grands éclats de rire au milieu de mon cœur. J'aurais voulu respirer la vie, mais c'est la mort qui me venait. Mais se drape de noir et de pleurs. La vie pour elle est une offense à ses souvenirs. Mais ne voit pas que ma vie avance. Elle est tournée vers son passé et je n'ai le choix que de la suivre pas à pas. C'est le chemin qu'elle a choisi pour moi. Je n'en connais pas d'autre. À mes yeux, notre maison de Saint-Georges, c'était un festival de toutes sortes de prières. Outre les reliques que May gardait précieusement, notre logis était un antre où se serraient bien des monstres, et mes nuits étaient hantées par de terrifiants cauchemars. La peur que moi aussi je meure, qu'Alcide vienne me chercher, puisque malgré toute la bonne volonté du monde, je n'étais pas toujours une enfant sage. Lorsque May me menaçait en disant qu'un loup viendrait me dévorer, le loup avait sur le museau le sourire énigmatique d'Alcide. Quelquefois, c'était May elle-même qui provoquait mes peurs sans le vouloir. Afin de voir la surprise dans mes yeux d'enfant, elle avait, une veille de Noël, pris soin de poser une immense poupée au pied de mon lit, une poupée allemande de près d'un mètre. Un mètre de poupée, c'était sa façon à elle de me dire qu'elle m'aimait d'un amour incommensurable. C'est qu'elle ne savait rien des peurs que me causait la nuit, avec son défilé de figures abominables. Réveillée par un mauvais rêve pendant la nuit, l'ombre de la poupée avait été terrifiante. Aussi m'étais-je recroquevillée sous mes draps, sans oser un seul mouvement jusqu'au petit matin, tant j'étais terrifiée. Qui serait le saint qui me sauverait de l'univers morbide dans lequel j'étais élevée? On dit que pour se construire, tous les enfants ont besoin d'une figure paternelle, père biologique, père adoptif, oncle, voisin ou ami de la famille. En la personne d'Alcide, plus vivant que mort, j'avais trouvé un curieux parent. Comment trouver un attrait à cet être tout droit sorti des enfers? Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts, déjouer toutes les tempêtes. Fil de trame, fil de chaîne, les jours s'écoulent, les époques se succèdent. Il y avait aussi la fille de May. Elle était de 10 ans, mon aînée. Peut-être était-ce dès notre installation à Saint-Georges que la fille de May avait commencé à nourrir à mon encontre une rancœur au fond d'elle-même. Pourtant, May avait tout fait pour qu'un lien s'établisse entre nous. Elle lui avait demandé de me crocheter une jolie robe jaune que j'étais fière de porter. La jeune fille avait obtempéré, mais ce n'était assurément pas de bon cœur. Mais avait la faculté rare de voir le monde comme elle désirait qu'il soit. Aussi l'animosité de sa fille lui avait totalement échappé. Les 4 de Saint-Georges se devaient de former une famille unie. Quelquefois, la rancœur de la fille de May apparaissait malgré elle au grand jour. Une après-midi, pour mettre fin à ma turbulence, elle avait appliqué sur ma peau la cuillère avec laquelle elle tournait un caramel sur le feu. La cuillère sortie à peine du feu lui avait paru un bâton de discipline à la mesure de ma turbulence. Une autre fois, j'avais pris un de ses bijoux pour lui jouer un tour. Mais dans ma course, j'étais tombée et mon œil avait viré au rouge vif. Pour attiser mon angoisse parce qu'elle avait perdu son trésor par ma faute, elle m'avait persuadé
qu'on m'enlèverait un œil. L'art de faire peur à une enfant avec un raffinement sadique. La visite chez l'oculiste avait été un drame. Naturellement, mais ne comprenait pas pourquoi. Et sa fille s'amusait de mes cris chaque fois qu'il fallait qu'on m'administre des gouttes. J'opposais une telle résistance qu'il fallait que Léonie et May joignent leurs efforts pour me contraindre. Ma nouvelle maman ne comprenait rien à ma terreur. Mais l'omniprésence d'Alcide dans notre demeure, les tracasseries de la fille de May n'étaient pas les seules ombres au tableau de ma vie nouvelle. Désormais, j'avais 2 mamans. Oui, 2 mamans, puisque Rosita ne s'était pas effacée comme par enchantement dans mon esprit. Elle était la fée à laquelle je rêvais. La retrouver était désormais ma quête. Elle était devenue un idéal de maman que je poursuivais. Je voulais trouver en chaque femme qui me regardait avec un tant soit peu de tendresse le souvenir de Rosita. 2 mamans, 2 maisons, 2 familles, 2 histoires. C'était pourtant l'assurance d'une existence coupée en 2, séparation du corps et de l'esprit, et nécessité absolue de rétablir un lien entre chacune des parties de moi-même. Comment vivre une séparation au beau milieu de soi? De quoi naît le lien familial? Du corps ou bien de l'esprit? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire « voilà ma famille, ma génération, mon clan » si le corps n'est rien? L'esprit n'est pas tout. On ne peut pas choisir entre l'âme et le corps. Qui peut vivre une séparation entre son corps et son esprit sans sombrer dans le néant? Laisser son esprit en un lieu, partir son corps vers une autre destination? Aucune présence réelle n'est alors possible, ni pour le corps, ni pour l'esprit. On met la clé sous la porte, on est ailleurs. On est ailleurs au milieu de nulle part, étrangère partout et en toutes circonstances. On est ailleurs, dans un pays des autres méconnus, un pays dont tous les autres ont peur et qui pourtant est désormais votre résidence, votre chez vous que vous devez apprivoiser afin de ne pas disparaître. À tenter chaque jour de réunir mon corps à mon esprit, voilà que, comme tous les enfants logiques, j'avais une explication. Une maman avait fait le corps et l'autre avait fabriqué l'esprit. Je n'avais pas tort. De ma première maman, j'avais reçu la vie. De la seconde, je recevais une éducation. 2 éléments essentiels pour toutes les existences. Mais quelle obligation avait permis qu'on attribuât à 2 mamans les soins donnés à une seule enfant? La tâche était-elle si difficile qu'il était nécessaire de multiplier les ouvrières? C'était l'interprétation vers laquelle je penchais un peu plus chaque jour. L'idée que j'étais un être à part, une sorte de phénomène qui interrogeait le monde. Cécile est effarée de cette omniprésence de la mort dans la vie d'une petite fille. Elle reconnaît que cela avait dû être très violent. Elle parle même de traumatisme, puisque je porte encore aujourd'hui les conséquences de cette vie organisée autour de la mort, de la peur et de la douleur. Poser des mots sur les choses pour envoler les barreaux de ma prison. Les mots sont mes compagnons vers une libération.